Bonjour, Monsieur Mbelou. Bonjour, monsieur Etienne Nandou. Très bien, bienvenue sur Congo One. Monsieur Mbelou, les combats ont repris au nord Kivu, près des Goma, et la situation semble des plus confuse. Et c'est dans ces contextes que les M23 a mis en garde la MONUSCO, menaçant de réagir au bombardement de la même MONUSCO. Est-ce que cette escalade, cette nouvelle situation, ces derniers développements vous surprennent-elles? Non, monsieur Etienne Nandou, elles ne me surprennent nullement. Mais nous devons à tout moment essayer de revenir à la véritable nature de la guerre qui nous est imposée depuis 1996. Monsieur Etienne Nandou, la guerre du M23, qui est une fabrication du Rwanda, participe de la grande guerre d'agression et dénommée guerre de basse intensité qui nous est imposée par les États-Unis et leurs alliés. Essayons de ne jamais perdre cela de vue. J'ai l'impression qu'à un certain moment, certains compatriotes deviennent distraits. Ils s'en prennent beaucoup plus au Rwanda qu'aux véritables commanditaires de cette guerre. Et s'ils étaient assez attentifs à la nature de la guerre, regardez, c'est depuis 1996 que cette guerre perdure, c'est-à-dire que les commanditaires de cette guerre qui utilisent le Rwanda, l'Ouganda et le Burundi, avec les chevaux de Troie qui sont à Kinshasa, eux ne peuvent pas arrêter leur guerre quand ils l'ont déclenchée sans avoir atteint leurs objectifs. Et quels sont les objectifs de cette guerre? C'est entre autres le pillage de nos matières premières stratégiques, comme le coltan, la cassitérite, l'or et le reste, mais aussi le démantèlement du Congo, l'émiettement du Congo en des petits États inefficaces, faibles, pour pouvoir faire du Congo uniquement, mais vraiment simplement, un réservoir de matières premières. Dès que nous perdons de vue que cette guerre que le Rwanda entretient par le M23 interposé est une guerre de basse intensité orchestrée par les États-Unis et ses alliés, nous faussons nos analyses. Très bien, mais certaines dépêches d'agences de presse internationales annonce la prise d'une nouvelle localité près de Goma. Il s'agit exactement de Kibumba. Et M. Lambert Mendeke, porte-parole du gouvernement de Kinshasa, a affirmé que ces combats auraient fait 51 morts du côté des rebelles et 3 blessés. Ce que les rebelles ont évidemment démenti, se sont empressés de démentir. Mais dans tout cela, qui dit la vérité? Parce que aujourd'hui, nous sommes dimanche 18 novembre 2012, les rebelles annoncent la prise des Goma qui serait imminente. Qui dit la vérité dans tout cela? Monsieur Etienne Nandou, la question n'est pas de savoir qui dit la vérité ou qui ne la dit pas. La question est la suivante. Les chevaux de Troie de Kinshasa, le M23, le Rwanda, l'Ouganda et le Burundi, pourquoi tout ce beau monde participe-t-il à une guerre de prédation et d'émiettement du Congo? C'est ça la question. Le reste, c'est du théâtre. N'oubliez pas, monsieur Etienne Nandou, je vous le rappelle régulièrement, ce monsieur qui parle à partir de Kinshasa est un ex-membre du RCD Goma, et rappelez-vous que le RCD Goma, c'est une rébellion fomentée par le Rwanda après que Laurent Désiré Kabila ait décidé de remballer chez eux les voisins aux dents longues que sont le Rwanda et l'Ouganda et le Burundi. Et M. Lambert Mende participe de cette guerre de prédation, de cette guerre de basse intensité orchestrée par les États-Unis et leurs alliés. Mais comme il doit participer à la théâtralisation de la guerre, il raconte des histoires à partir de Kinshasa. Or, le système auquel M. Lambert Mende participe, c'est un système concocté par les commanditaires de la guerre de basse intensité.
Donc, Kinshasa, Kigali, Kampala ou Bujumbura, ce sont des capitales africaines qui participent de la mort de l'Afrique parce que ces capitales ont accepté de participer à une guerre de basse intensité. Très bien. Dans un nouveau rapport à paraître, les Nations Unies accusent une fois de plus le Rwanda et cette fois-ci l'Ouganda de soutenir la rébellion du M23. Et ce document cite notamment des personnalités officielles et des hommes d'affaires ougandais. Une question qu'on peut se poser tout de même. À quoi sert la publication de tous ces rapports qui disent et redisent toujours la même chose et ne sont suivis d'aucun effet sur le terrain? Ce sont des rapports concoctés pour nous divertir et pour passer à côté des questions essentielles. L'une des questions essentielles, c'est de répondre à cette question. Pourquoi les États-Unis et leurs alliés entretiennent-ils cette guerre de basse intensité alors que les questions auxquelles ils voudraient avoir des réponses peuvent avoir leur réponse et peuvent avoir leur réponse en marge de la guerre. Si les États-Unis, la Grande-Bretagne et les autres alliés veulent avoir accès à nos matières premières stratégiques, il y a le commerce international qui peut être organisé pour cela. Mais comme ces pays-là sont dominés par des multinationales qui veulent faire des profits sans trop dépenser, c'est-à-dire ils tiennent à un profit maximal sans rien dépenser, ils estiment, ces pays-là et leurs multinationales, que c'est mieux de passer par la guerre en restant cachés dans l'ombre que de passer par le commerce normal. C'est là la question. C'est-à-dire, j'ai l'impression que nous sommes en train, à un certain moment, de nous fourvoyer dans des débats sans issue. Est-ce qu'il est possible que les États-Unis et leurs alliés acceptent de faire le commerce avec le Congo, un commerce partenarial, sans passer par la guerre? C'est ça la question. Pourquoi veulent-ils à tout moment procéder par le pillage et la prédation au lieu de passer par des voies normales d'un commerce, d'un échange normal? C'est-à-dire que les États-Unis, comme leurs alliés, participent au système capitaliste, d'ailleurs, qui est en train de tomber dans sa phase sénile. Là, je vous recommande un article très intéressant de Samir Amin qu'on s'est trouvé sur le site du Grand Soir, le Grand Soir. L'article est intitulé « Le capitalisme entre dans sa phase sénile ». Et quand ce capitalisme entre dans sa phase sénile, il commet des bêtises, il entretient des bêtises qu'il a toujours commis, et l'une des graves bêtises, c'est le cynisme qui conduit à la mort, au meurtre, au viol des innocents, mais aussi à l'attaque contre la démocratie et le respect des droits de l'homme. Mais M. Mbello, si les États-Unis choisissent, préfèrent la prédation par rapport à un commerce normal, est-ce parce qu'il n'y a pas, pense-t-il, d'interlocuteurs valables au Congo qui peuvent discuter avec eux sur ces matières pour garantir des intérêts communs aux deux États? Non, 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 c'est lié à leur nature. C'est à ce niveau-là que j'invite nos compatriotes à connaître ce pays-là et ce mode de fonctionnement. Les États-Unis ont toujours fonctionné comme ça. Je prépare un long article sur ce mode de fonctionnement parce que tant que nous ne connaîtrons pas notre véritable adversaire, nous ne saurons pas nous tirer d'affaire. Regardez M. Etienne Ngandou. En 1948 déjà, un ambassadeur des États-Unis, si je ne m'abuse pas, c'est George Kennan, publie un texte sur le grand domaine. Et ce que je vous dis maintenant, vous le retrouvez dans le livre de l'épouse de François Mitterrand, Danielle Mitterrand. Le livre est intitulé Le livre de ma mémoire. Dans ce texte intitulé Le grand domaine,
les États-Unis sont conseillés pour qu'ils puissent prendre possession de toutes les régions du monde où il y a des matières premières rentrant dans leur vue, les matières premières qui constituent leurs intérêts. Alors, celui qui leur propose ce texte, George Kennan, leur dit, nous devons pouvoir rompre avec la philanthropie, nous devons pouvoir rompre avec la défense des droits de l'homme et de la démocratie, parce que ce qui doit nous préoccuper davantage, c'est de devenir une très grande puissance. Donc, je paraphrase, hein, mais dans mon article, j'aurai des extraits de ces textes de George Kennan qu'on retrouve dans le livre de l'épouse de François Mitterrand, Daniel Mitterrand. Le livre est intitulé Le livre de ma mémoire. Donc, tant que nous ne connaissons pas ces histoires-là, tant que nous n'avons jamais fréquenté ces documents pour comprendre ce qui se passe chez nous, nous allons nous limiter à des vociférations à l'endroit de Kabila, à l'endroit du Rwanda, à l'endroit de Museveni. Je ne néglige pas, je ne méprise pas cela. Mais nous devons à un certain moment être capables de pouvoir nous en prendre aux acteurs pléniers tout en approfondissant leur modus operandi. Ça, c'est très important. Si nous voulons mener des actions efficaces, nous ne pouvons pas nous passer de la maîtrise du modus operandi des acteurs pléniers, dont les États-Unis et leurs alliés. Et puis, M. Etienne Ngandou, il y a un livre qui vient encore une fois de nous fournir des documents sur lesquels nous pouvons nous pencher. C'est le livre, le dernier livre de Charles Onana. Et je l'ai sur ma table. Tu peux me donner une minute pour que je le prenne. Le livre est intitulé Europe, crimes et censure au Congo, les documents qui accusent. Il y a des points de vue de Charles Onana sur lesquels je ne suis pas très d'accord, mais ce qui m'intéresse dans ce livre, c'est que il y a des documents, les documents qui accusent. Ça, c'est important. Nous devrions tout le temps aller vers des sources. Ce sont les sources qui nous permettent de comprendre ce qui se passe chez nous. Sinon, nous allons nous limiter au M23, au Rwanda, à l'Ouganda, et au Burundi, à Kabila, à Mende, et nous n'avancerons pas du tout. Et les États-Unis qui sont dirigés aujourd'hui, bon, depuis 4 ans par Barack Obama, qui se veut être un président différent par rapport aux autres, conserverait donc son mode de fonctionnement normal des prédations? Monsieur Ngandou, je rigole parce que... Bon, je pense que la question, je pense que la question vaut la peine d'être posée. Oui, parce je m'excuse d'avoir rigolé. Il a des origines africaines. Non, ça n'a rien à voir. Et les modes de fonctionnement des États-Unis vis-à-vis de l'Afrique n'a pas du tout changé. Non, Monsieur Ngandou, Monsieur Obama, c'est un président américain et il suit la voie américaine. Et la guerre de basse intensité dont je vous parle a été concoctée sous Obama. C'est son conseiller et le proche de l'empereur du pétrole américain Brzezinski. C'est Brzezinski qui a conçu, qui a proposé cette guerre de basse intensité. Et vous savez lire ces informations dans le grand livre, un livre que j'ai toujours admiré de Michel Collomb, Les 7 péchés d'Hugo Chavez. Donc c'est Brzezinski qui est le concepteur de la guerre de basse intensité. Et vous lisez ça dans le livre de Barack Obama. Et j'en profite pour vous dire ceci, Monsieur Ngandou. J'ai l'impression que nous, Congolais, agissons par à coup. Nous n'avons pas des lieux de la pensée. Vous ne pouvez pas tout le temps essayer de réagir à ce qui vous arrive dans la rue. Non, vous devez avoir des lieux de pensée où vous réfléchissez, vous passez tout votre temps à réfléchir, parce que tous ces pays-là, les États-Unis dont je vous parle, ont des think tanks efficaces, même si maintenant ils sont sur leur déclin, malheureusement, ils n'arrivent pas à l'accepter, et on ne sait pas, parce que si une puissance comme les États-Unis est sur son déclin, on ne sait pas ce qui peut advenir dans les jours et les années à venir. Mais nous agissons trop par à coup. Nous n'avons pas des lieux de la pensée.
Nous ne finançons pas les lieux de la pensée. Et on ne va pas changer le Congo en agissant par à-coup dans la rue. Non, nous devons nous raviser et créer des lieux de la pensée. Tout ce qui nous arrive est pensé à travers les think tanks et c'est proposé aux décideurs. Et j'en profite, j'insiste, vous allez peut-être me trouver drôle et bizarre. Regardez, même quand François Hollande doit aller au Congo, il prend le temps de contacter les intellectuels qui l'informent. Mais chez nous, on se réveille un matin, on doit réagir. Hey, on va aller faire ceci. On va... Non. Les choses ne devraient pas se passer comme ça. Nous devons de plus en plus créer des lieux de la pensée. Sans lieu de la pensée, nous ne ferons absolument rien. C'est là que j'admire le travail que vous faites avec Monsieur Kalamasapo, en essayant de créer des petits lieux de pensée, mais qui doivent être vulgarisés, parce que rien de ce qui nous arrive n'est un hasard. Ce sont des choses très bien pensées et pensées à court, moyen et long terme. Tant que nous ne serons pas capables d'évoluer sur ce terrain-là de la pensée, nous n'aurons plus qu'à nous en prendre nous-mêmes. Très bien. Pour revenir à la situation au Kivu, les États-Unis et l'ONU ont annoncé mercredi 13 novembre dernier des sanctions contre Sulutani Makenga, chef des rebelles du M23, accusé d'être à l'origine des violations des droits de l'homme et de violer l'embargo sur les armes en RDC. Le département du Trésor américain a notamment décidé de geler les avoirs dont pourrait posséder Sulutani aux États-Unis. Est-ce que s'en prendre à Sulutani, qui n'est qu'un simple exécutant, n'est pas une manière pour les États-Unis de se donner bonne conscience quand on sait que c'est le Rwanda, par son ministre de la Défense, James Kabarebe, qui est le vrai patron du M23? Monsieur Etienne Ngandou, je vous corrige, si vous me le permettez. James Kabarebe n'aurait aucun pouvoir de créer le M23 s'il ne participait pas de la guerre de basse intensité livrée contre notre pays par les États-Unis et leurs alliés. Et il faut toujours, nous devons nous mettre cela dans nos têtes. Ça doit rentrer, y demeurer. James Kabarebe, c'est un sous-fifre. C'est un criminel qui ne peut créer d'autres criminels que parce que il est soutenu par les grandes puissances. Qu'est-ce que représente James Kabarebe? Alors, pour revenir à votre question. Oui, je repose la question très mal. Lorsque les États-Unis annoncent ce genre de décisions, à qui cela est-il destiné? Est-ce à la communauté internationale? C'est-à-dire, les États-Unis savent, à partir de leurs think tanks, que nous ne lisons pas, que nous ne connaissons pas la nature de la guerre qu'ils nous livrent. Alors, ils nous donnent des informations lacunaires comme celle-là pour nous divertir. Et, M. Ngandou, ce pays-là, je le respecte parce que il a été capable de concevoir des choses monumentales, capable de concevoir des centres de culture pour embrigader toute une Europe et la gagner à sa cause, capable de financer des organisations non gouvernementales pour faire avancer sa propagande de guerre. Il est très fort en ces histoires-là. Alors, quand il nous sert la suspension, mais Sulutani Makenga, c'est quoi? C'est un sous-fifre, c'est un rien. Ce sont des sales types qui se promènent là, qui a sa Kalachnikov à l'épaule, qui ne sait plus rien faire d'autre que tuer, parce que il en dépend pour manger. Et chaque fois que nous prenons ces gens-là au sérieux, nous tombons dans le piège de ceux qui ont orchestré la guerre. Prendre au sérieux James Kabarebe, Kagame, Kabila, c'est gaspiller son temps. C'est le jour où nous serons capables de pouvoir discuter en changeant les rapports de force avec les décideurs, les véritables acteurs pléniers de ce qui se passe chez nous, qu'on nous prendra au sérieux. Mais maintenant, James Kabarebe a dit, oh, Kabila a dit, mais ce sont des sous-fifres. Ils n'ont aucun pouvoir, ces gens-là. Ils n'ont aucun pouvoir. Vous lisez l'interview de l'un des membres du M23 sur Congo indépendant, il vous dit,
c'est qui c'est Katouma Mouanké qui dirigeait le pays. Maintenant qu'il est mort, Kabila ne sait où donner de la tête. Mais Katouma Mouanké, où est-ce qu'il avait le pouvoir pour pouvoir diriger ce pays? Un pays aussi stratégique que la République démocratique du Congo. C'est parce que Katouma Mouanké avait des alliances avec les gens en Afrique du Sud et à travers le monde. Nous devons, c'est dur, hein, c'est dur à dire, mais nous devons à un certain moment relativiser tous ces petits messieurs qui ne peuvent vivre que parce que ce sont des nègres de service. Tant que nous n'aurons pas cette idée de grandeur pour pouvoir dépasser ces petits messieurs qui croient qu'ils valent quelque chose parce qu'ils ont un peu de sous sur leur compte, nous n'irons nulle part. On doit dépasser cette petitesse, cette mesquinerie d'esprit pour nous élever au niveau des véritables décideurs. Et à ce niveau-là, on peut négocier. Mais malheureusement, jusqu'à présent, les rapports de force nous sont défavorables. Ainsi que nous nous rabattons de temps en temps sur des sous-fifres qui n'ont aucun pouvoir, aucun. Ils n'ont que la possibilité de tuer, de piller et de s'enrichir et honteusement. Ils n'ont aucun pouvoir, ces messieurs-là. Et ils peuvent être tués demain après-demain parce que ce sont des gens qui n'ont aucune dignité. Ceux qui les ont fabriqués peuvent les tuer à tout moment. Donc, selon vous, cette annonce des sanctions de la part des États-Unis n'est qu'une opération de communication? C'est une diversion. C'est une opération de propagande et une diversion qui nous entraîne à oublier les acteurs pléniers de notre tragédie. Mais le gouvernement de Kinshasa s'est dit à moitié satisfait de cette décision. Mais monsieur... Quel intérêt pourrait-il y trouver, lui? Monsieur... Vous parlez du gouvernement de Kinshasa. Mais ces gens-là, ce sont des usurpateurs. Ces gens-là ont triché aux élections. Ces gens-là ont le pouvoir parce que... le pouvoir os. Parce qu'ils ont falsifié les résultats des élections de 2011, et vous dites des falsificateurs, des usurpateurs ils peuvent être satisfaits parce que leurs maîtres prennent des décisions qui les satisfont et plus ou moins. Mais il ne faut pas compter avec ces gens-là. Ce n'est pas avec ces gens-là qu'on va reconstruire le Congo. Même si ils ont du plaisir à dire que le Congo aujourd'hui économiquement est très avancé et nous connaissons une croissance de 7 ou 8%, mais ce sont des farceurs. Ils n'ont aucun pouvoir. Ce sont des nègres de service et des gens dont notre pays devrait se débarrasser et ne plus parler pendant tout un temps parce que ce sont des voyous. Ce sont des voyous tout simplement. Très bien. Toujours à l'est du pays, l'Ouganda a annoncé la fermeture du poste frontière de Bunagana. Et selon Lambert Mende, porte-parole du gouvernement de Kinshasa, c'est à la demande de Joseph Kabila que l'Ouganda aurait fermé ses postes frontières. Joseph Kabila aurait envoyé une délégation composée d'importants membres du gouvernement pour présenter cette requête à son homologue Yoweri Museveni. Mais pour les autorités ougandaises, Bunagana a été fermé à cause des accusations des experts des Nations Unies qui pèsent sur leur pays. Une fois de plus, on a comme l'impression que le gouvernement de Kinshasa subit plus les événements qu'il ne veut l'admettre. Qu'est-ce que vous en pensez? Monsieur Etienne Ngando, l'Ouganda soutient le M23. Le M23 est aussi l'œuvre de Joseph Kabila. Je vous recommande de lire un article publié par Le Monde diplomatique et intitulé « Qui veut vraiment la paix au Congo ?» Il y a un théâtre que Kabila, Museveni, Kagame organisent pour nous distraire. Maintenant, ils sont en train d'envoyer certains de nos compatriotes au front comme chair à canon. C'est révoltant. Ces gens-là savent ce qu'ils font. Ils voudraient nous présenter un petit spectacle là comme si rien ne marchait plus entre Kagame et Kabila. Mais c'est faux et archi faux. Il n'y a pas de frontière fermée parce que certains compatriotes ont été recrutés pour le M23 à partir de l'Ouganda. Mais comme nous n'avons pas toutes ces informations, nous croyons
nous risquons de croire dans les inepties que raconte Mende. Mende, c'était malade mental, on doit le soigner. S'il ne veut pas se faire soigner, c'est son problème. Il ne faut jamais croire dans les inepties qu'il débite. Nous avons des preuves que certains compatriotes dignes ont refusé d'être embrigadés dans cette histoire du M23 à partir de l'Ouganda. Nous avons des preuves. Nous avons eu des échanges. Donc il ne faut pas croire en ce que Mende raconte. Mende est en train de nous distraire. Je vous avoue, monsieur Etienne Ngandou, oui, qu'aujourd'hui, beaucoup de nos compatriotes coopèrent avec le Rwanda et certains Rwandais sont en train de construire sérieusement à l'Est parce qu'ils ne jurent que par leur installation à l'Est avec la complicité des nôtres. Il ne faut pas nous laisser leurrer par les discours, par les inepties de Mende. Mende et son chef sont en train de nous entraîner dans une histoire qui nous ferait croire qu'il y a une opposition entre le Congo qu'ils dirigent et le Rwanda. Non, mais c'est faux. Pourquoi est-ce qu'ils ne retirent pas leur... quand on lui a demandé de retirer la représentation congolaise au Rwanda, il a dit non, ce n'est pas nécessaire, ce n'est pas indispensable. Il y a même des travaux qu'ils ont confiés aux entreprises rwandaises à l'est de notre pays. Ce sont des gens qui nous prennent pour des imbéciles. Ne nous laissons pas prendre pour des imbéciles par ces gens-là. Mende, Kabila, Kagame, Museveni, Nguruziza, c'est blanc, bonnet blanc. Parce que tous travaillent au cœur d'un système néolibéral destiné à pouvoir mater notre pays, à s'imposer chez nous. Je vous ai une fois renvoyé à une page très intéressante d'un livre d'une journaliste pour laquelle je n'ai pas toujours beaucoup de sympathie, mais qui dit des choses essentielles. C'est les nouveaux prédateurs. À la page 187, allez relire cette page-là, vous comprendrez que les enjeux de la guerre chez nous n'ont pas changé. Ce qu'ils visent, c'est quoi? C'est nous imposer le néolibéralisme. C'est ainsi que Matata Mponyo a couru dernièrement à Paris pour dire nous voulons travailler à l'amélioration du climat des affaires, venez investir chez nous. Et lui est allé avec combien d'entrepreneurs congolais en France? Zéro. Et pourtant, quand eux, les Français, se promènent à travers le monde, ils ont leurs entrepreneurs. Donc, le problème fondamental, c'est que tous ces messieurs-là travaillent à faire du Congo purement et simplement un réservoir de matières premières pour tous ces pays qui sont maintenant sur le déclin. Pour revenir à la responsabilité de Joseph Kabila, dans une longue interview à Africa Arabia, l'opposant Roger Lumbala embraye sur cette même rengaine. Il parle de la responsabilité de Joseph Kabila dans les retours de la guerre à l'est du pays et il l'accuse également de financer l'opposant rwandais Faustin Kayumba pour s'affranchir de la tutelle de Paul Kagame. Il trouve que c'est un jeu dangereux qui plonge, selon lui, la RDC dans un nouveau conflit. Monsieur Mbelou, quel crédit peut-on accorder aux affirmations de Roger Lumbala aujourd'hui? Bon, tu sais, monsieur Etienne Ngandou, c'est important de pouvoir lire ce que Lumbala dit, mais à partir d'un certain moment, je considère les Lumbala, les Kabila et tout ce monde-là comme faisant partie du 1% des Congolais et des membres de la communauté de l'Afrique des Grands Lacs qui sont en train de vendre notre pays aujourd'hui. Donc, je lis ça. Je sais que le monsieur dont il parle est capable d'avoir plusieurs tours dans ses manches. Mais quant à croire que ce monsieur-là rompra avec le Rwanda de Kagame pour pouvoir devenir le maître incontesté et incontestable du Congo, je donne ma main à couper. Parce que il participe du jeu. Il est tellement dans le jeu qu'il ne va pas couper la branche sur laquelle il est assis. C'est vrai, les alliances peuvent se faire et se défaire, mais je n'y crois pas beaucoup. Cette semaine, le docteur Denis Mukwege était au Parlement européen, où il a pu s'exprimer devant la presse. Et rappelons que Denis Mukwege a échappé à une tentative d'assassinat
et séjourne depuis quelques jours en Europe. Et dans son plaidoyer devant la presse, Denis Mukwege a très bien décrit toute la situation des calvaires que vivent les femmes dont il s'occupe dans un contexte d'insécurité caractérisé par l'absence d'État. Avez-vous suivi le docteur Denis Mukwege? Qu'en avez-vous pensé? Je le suis au quotidien et chaque fois qu'il fait une intervention, j'essaye de l'écouter. Moi, je crois que le docteur Mukwege a tout dit à la 25e assemblée de l'ONU. C'est là qu'il a tout dit. Et le docteur Mukwege a aussi dit quelque chose d'important quand, recevant le ministre des Affaires étrangères belge, M. Didier Reynders, au Kivu, il lui a dit, mais finalement, combien de ministres devons-nous encore avoir ici pour que tout le monde comprenne que ça ne va pas? Est-ce qu'il faut qu'il y ait ces visites-là à tour de rôle pour qu'on finisse par comprendre qu'il n'y a pas de volonté politique ni de la part du Congo, ni de la part de la communauté internationale? C'est là le message important que le docteur Mukwege passe. Il n'y a de volonté politique, ni de la part de ceux qui prétendent diriger le Congo aujourd'hui, ni de la part de la communauté internationale. Et la communauté internationale n'a aucun intérêt à voir cette guerre-là prendre fin. Et je vous renvoie encore une fois au livre de Charles Onana, Europe, crimes et censure au Congo, les documents qui accusent. Quand vous lisez les documents qui accusent, quand vous savez où atterrissent nos matières premières qui sont exploitées dans la zone où les FRDC et le M23 font semblant de s'affronter pour permettre que ces zones-là soient libérées et que les matières premières soient exploitées sans inquiétude, quand vous lisez ce livre et les documents qui accusent, vous comprenez que le docteur Mukwege a raison quand il dit qu'il n'y a de volonté politique ni de la part des gouvernants congolais, les usurpateurs au pouvoir maintenant, ni de la part de la communauté internationale ou de la communauté dite internationale. Lui, docteur Mukwege, il a affirmé que après la tentative d'assassinat dont il a fait l'objet, la police congolaise sur place ne l'a même pas entendu. Hein, au contraire, on lui a envoyé 2 policiers et il a dit c'était soit pour les surveiller ou pour les protéger, il ne savait pas. Ça paraît tout de même surréaliste. Qu'est-ce que vous pensez de cela? Mais monsieur Etienne Ngandou, ce n'est pas surréaliste. C'est le même jeu. Comment voulez-vous que quelqu'un qui a été aux États-Unis, qui a dit à tous les décideurs en face, vous manquez de volonté politique, qu'on le laisse en paix? Mais maintenant, le jeu auquel le docteur Mukwege risque de se laisser prendre, c'est de croire que ceux qui le font promener maintenant à travers différentes conférences en prennent soin parce qu'il fait du bon travail. Non, c'est parce qu'ils savent qu'ils sont dedans et qu'ils doivent contrôler tous ses faits et gestes. Tout ce qu'il dit doit être contrôlé parce qu'il risque de trahir les secrets des véritables commanditaires de la guerre. Moi, je pourrais vous dire que parti de notre pays pour l'étranger, le docteur Mukwege est en résidence surveillée. Il est mieux surveillé ici que chez nous, parce qu'il est contrôlé. Rappelez-vous que lors de l'une de ces conférences, on n'a pas permis aux autres personnes, en dehors des journalistes, de pouvoir poser des questions. C'est-à-dire, ce sont des choses sur lesquelles il devrait réfléchir pour son orientation future. Hein? Monsieur Etienne Ngandou, quand vous êtes pris, oui. Oui, très bien. Justement, sur cette question, on a comme l'impression que depuis son arrivée en Belgique, le docteur Denis Mukwege, contre sa bonne foi, semble être instrumentalisé par les agents de l'humanitaire spectacle qui veulent toujours se donner les beaux rôles des bienfaiteurs du peuple congolais. Hein, il y a notamment ces livres qui viennent sortir de Colette Brackman, qui viennent paraître. Et il y a eu surtout cette conférence de presse au Parlement européen qui a donné lieu à une scène surréaliste que tous les Congolais ont vu sur une vidéo entre des Congolais de la diaspora et un des parrains du régime de Joseph Kabila. N'y a-t-il pas une certaine récupération de l'action de Mukwege par ces agents de l'humanitaire spectacle? Monsieur Etienne Ngandou, essayez de relire les textes de Colette Brackman quand la guerre a commencé dans la sous-région des Grands Lacs
Et ce qu'elle est en train d'écrire aujourd'hui, vous comprendrez que cette dame a été forcée par les faits pour qu'elle puisse commencer à changer un peu, mais un tout petit peu par rapport à quand on lit les textes de Marie-France Claude de la Libre Belgique. Elle est beaucoup plus claire et beaucoup plus avancée que Colette Brackman. Nous ne devons pas nous leurrer. Il y a eu toute la propagande qui a été faite autour du génocide rwandais. Comme les faits parlent beaucoup plus que cette propagande-là, il y a une récupération qui est en train de se faire. Et vous savez, M. Etienne Ngandou, aujourd'hui, nous avons des témoins internes au FPR de Paul Kagame qui sont capables de dire qu'ils ont vendu des mensonges au monde, aux journalistes, aux professeurs d'université. Ce sont des choses très importantes à retenir. Nous devons pouvoir lutter contre l'amnésie parce que dès que nous luttons, dès que nous laissons prendre par l'amnésie, nous risquons d'oublier qu'il y a des témoins internes aujourd'hui au FPR qui disent des choses que les Colette Brackman n'ont pas été capables de pouvoir soutenir il y a 10-15 ans. C'est parce que les Colette Brackman ont accepté qu'on leur vende des mensonges. Ils ont participé de ces médias dominants qui ont vendu au monde le mensonge. Et comme ils veulent récupérer un peu de crédit, ils commencent à tenir un autre langage. C'est ceux qui sont tout le temps autour du docteur Mukwege. Parce que ils doivent donner l'impression qu'ils ont finalement compris qu'ils doivent être du côté des Congolais. Or, ce n'est qu'une impression. Il y a une Belge qui a dit « Tout le monde aime le Congo, mais pas les Congolais. Nous, les Congolais, nous devons nous mettre cela dans nos crânes. Ça doit exister dans nos tripes. Nous devons savoir que tout le monde voudrait nous voir morts pour pouvoir prendre ce pays-là et s'en servir comme réservoir des matières premières. Ils peuvent lécher les pieds de Dr Mukwege, mais ils ne nous aimeront jamais. Parce que s'ils étaient capables de nous aimer, hier ou avant-hier, il y a eu une rencontre au Conseil de sécurité. Qu'est-ce qui a manqué pour qu'ils disent au Rwanda, nous te sanctionnons, arrête avec ce que tu fais au Congo? Non, on demande aux forces extérieures de pouvoir arrêter de soutenir le M23. Monsieur Etienne Ngandou, je vous rappelle qu'il y a un livre que je vous ai toujours recommandé, le livre de Florence Hartmann, Paix et Châtiment. Les guerres que nous connaissons chez nous, comme l'a aussi écrit Pierre Payan, sont des guerres secrètes des grandes puissances. Mais ces guerres n'ont plus de secret. Tous leurs secrets ont été révélés. Et c'est à nous qu'il appartient aujourd'hui de voir ce que nous faisons de tous ces secrets que nous connaissons aujourd'hui sur ces guerres, au lieu de continuer à vociférer, à nous en prendre au petit Rwanda, sans atteindre les véritables commanditaires de cette guerre. Et le docteur Mukwege, que devrait-il faire pour ne pas être victime d'une certaine instrumentalisation, comme on en a l'impression? Mais c'est à nous qu'il appartient de pouvoir récupérer notre frère. Notre frère a fait du travail impeccable. Il a travaillé pour redonner la vie à nos filles, à nos mères, à nos grands-mères. C'est maintenant à nous qu'il appartient de dire comment l'aider à rompre avec la spirale dans laquelle il risque de se laisser entraîner, tout en respectant sa liberté. C'est aux Congolais qu'il appartient de pouvoir récupérer la chose et de financer le travail qu'il fait. Pourquoi, avec les 9 milliards que nous envoyons chez nous, nous serions incapables de financer les 20 millions ou les 30 millions dont il aurait besoin pour pouvoir alimenter son hôpital? Donc, quelque part, du point de vue organisationnel, nous devons pouvoir nous poser des questions sérieuses. Très bien. Au procès, Chebeya, des différences apparaissent dans les camps des partis civils. C'est ainsi que l'ONG La Voix des Sans-Voix a décidé de quitter la procédure pour protester contre la justice militaire qui continue de protéger le général Lumbi, tandis qu'une autre ONG, la Renadoc, refuse ce qu'elle appelle la politique de la chaise vide. À votre avis, quelle serait la bonne démarche? Faut-il encore continuer avec ces procès dont on a l'impression que bon, c'est une parodie de justice? En dehors de La Voix des Sans-Voix, il y a aussi le réseau d'avocats sans frontières qui s'est retiré du procès
il s'est rendu compte que c'était un procès mascarade parce que la justice au Congo est aux ordres des usurpateurs des élections du pouvoir après les élections du mois de novembre et décembre 2011, hein? Oui, c'est cela. Oui. Alors, le Renadoc, Monsieur Tengandou, le Renadoc est libre de prendre la position qu'il veut. Mais Monsieur Tengandou, il faut tout le temps vous poser cette question. Qui finance ces ONG-là? Essayez d'étudier de le plus près. Un jour, organisons un échange, une émission sur le financement des ONG. La plupart de ces ONG sont financées par nos bourreaux. Et ce sont ces bourreaux qui leur dictent la ligne à tenir. Éviter la politique de la chaise vide pour faire quoi? Hein? Paul Milamboué a parlé. Qui a facilité à Paul Milamboué la possibilité de pouvoir témoigner et d'être protégé au Congo? Qui lui a facilité la tâche? Quelle est cette ONG qui va faciliter la tâche à Paul Milamboué? Un pays qui fonctionne avec plus de 2200 ONG, c'est un désastre, c'est une maladie, c'est une folie. Nous ferions mieux d'imiter Poutine, qui contrôle aujourd'hui le financement des ONG qui opèrent sur le sol russe. Il y a tous ces exemples que nous n'imitons pas. Nous sommes conditionnés par l'hégémonie culturelle occidentale. Nous avons du mal à nous en départir. Il faut voir ailleurs. Qu'est-ce qui se fait ailleurs? Est-ce que les ONG peuvent faire n'importe quoi dans un pays comme le Venezuela, comme la Bolivie, comme l'Équateur, comme la Russie, comme la Chine? Non. Il n'y a qu'au Congo où l'on peut se permettre n'importe quoi et financer plus de 200 ONG. Très bien. Un mot pour finir sur Diomi Ndonga, là, qu'on a vu ces derniers jours, qui a repris ses activités politiques. Il a pu rencontrer Étienne Tshisekedi. Mais je rappelle que les accusations que la justice porte sur lui continuent également à peser sur lui. Trouvez-vous ces accusations crédibles et pensez-vous qu'il pourra reprendre ses activités normalement ou il va perdre son immunité parlementaire? Mais même si Diomi perdait son... Mais quel parlement? Il n'y a pas de parlement. Ces gens qui se distribuent de l'argent à tour de main dans un pays où les instituteurs ne sont pas payés, ce n'est pas un parlement, ça. C'est une caisse de résonance des usurpateurs du pouvoir. J'ai beaucoup aimé le sourire de Diomi après son opération. Je l'ai vu rayonnant de vie. J'ai vu qu'il est allé rendre visite à M. Étienne Tshisekedi. Je vous avoue, M. Tengandou, que j'étais heureux de voir que nous pouvons avoir des compatriotes qui, contre vent et marée, peuvent lutter et tenir debout. Vous savez, Diomi a affaire à des gens qui tuent cyniquement. Ils peuvent le liquider demain ou après-demain. Mais Diomi va rester dans notre histoire le symbole des compatriotes luttants, résistants, capables de rebondir. Et je pense que je dois aussi cela à son épouse qui l'a soutenu sérieusement, mais aussi aux membres influents de son parti, la démocratie chrétienne. Je suis convaincu au jour d'aujourd'hui que si nous avions des partis de la trempe de la démocratie chrétienne, de l'UDPS ou de ceux qui l'en restent, si nous en avions une vingtaine capables de pouvoir s'implanter dans les coins et les recoins de notre pays, nous récupérerons ce pays-là sans problème. Quand on voit par où Diomi est passé et qu'il arrive à afficher un sourire malgré tout ça, je dis chapeau, je dis le Congo a de l'avenir parce que il a encore des dignes fils et des dignes filles capables de constituer un front du refus, capables de résister sur le temps. Et c'est de ces fils
et de ses filles que notre Congo renaîtra. Je vous dis, Monsieur Etienne Ngandou, les vampires qui sucent notre sang ont peur de travailler au grand jour. Ils se cachent. Ce sont des peureux. Ce sont des lâches. Mais nous, comme nous avons des filles et des fils de la trempe de Djemi et de beaucoup d'autres qui essaient de se mettre debout, nous sommes sûrs que nous finirons par vaincre. Un peuple debout ne peut jamais être maté. Ce sont les peureux et les lâches qui finalement auront à prendre leur jambe au cou. Très bien, merci beaucoup, Monsieur Mbelou, et à la semaine prochaine. Merci, Monsieur Etienne Ngandou, et à la semaine prochaine.